essayons d'organiser mensuellement un cycle de conférences qui s'appelle Comme si. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais voilà, ça sonnait bien. L'idée, c'est de... Alors, l'idée de base de ces conférences, et je vous encourage à regarder sur notre site web et de vous inscrire à la liste de diffusion. On vous enverra que les informations de type scientifique. L'idée, c'est de présenter un thème d'origine scientifique, mais qui intéresse le grand public et dont le grand public peut s'emparer. Et si possible, vu qu'on est à l'Institut français de Tunisie, il y a les deux mots qui nous intéressent, on essaye de faire ça dans une coopération tuniso-française ou franco-tunisienne, selon le cas. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, c'est un format un tout petit peu particulier pour une conférence scientifique, c'est-à-dire qu'il va y avoir une conférence aujourd'hui par Joseph Chovanec, qu'on va présenter après. Quelques questions d'ordre. Alors, si je peux vous demander, souvent on aborde des sujets de société, donc des sujets qui est cher aux gens, et tout spécialement ce soir, je pense. Je vous encourage à poser en séance des questions d'ordre général, c'est-à-dire qui intéressent tout le monde et qui ne sont pas des cas particuliers. Et après ces questions, nous irons nous retrouver pour un pot de l'amitié qui vous est offert par l'Institut français, et nous pourrons à ce moment-là tous échanger ensemble avec Joseph Chovanec, avec des représentants de l'association de Bizerte. Et donc voilà, vous ne serez pas frustrés, nous pourrons échanger sur des sujets aussi généraux, mais aussi d'ordre plus personnel. Voilà. Donc ce soir, c'est un peu particulier. L'aspect tuniso-français de cette coopération ce soir, eh bien, c'est une coopération que nous faisons avec l'association IRADA Autisme de Bizerte, voilà, représentée ce soir par son président, Si Mohamed. Voilà. Si Mohamed avait rencontré Si Joseph lors de conférences et il l'a invité. Et nous avons profité pour nous greffer sur cet événement. Donc ce soir, une conférence à destination du grand public tunisois. Et puis demain à Bizerte, mais je vais passer tout simplement la parole à Si Mohamed pour qu'il nous raconte ça. Et voilà. Donc si je peux aussi vous demander de mettre sur silencieux vos téléphones portables, si c'est possible. Et puis je vais passer la parole à Si Mohamed qui va aussi introduire Joseph Chovanec. Ça vous revient tout à fait. Merci beaucoup et passez une bonne soirée. Merci beaucoup, M. Guillaume. Bonsoir tout le monde. Aslem. Donc, permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à notre cher ami Joseph Chovanec. Merci d'être parmi nous aujourd'hui, Joseph. Par la suite, je tiens à remercier toute l'équipe de l'IFT. Nous sommes heureux de cette collaboration et j'espère qu'on aura d'autres opportunités pour aborder des thématiques autour de l'autisme, des thématiques scientifiques, on va dire. Donc, notre association, c'est l'association IRADA Autisme Bizerte. Cette association a été créée le 12 décembre 2013 à l'initiative des parents et des amis d'enfants autistes. Elle a pour mission, donc, premièrement, la sensibilisation à l'information sur les troubles autistiques. Deuxièmement, le soutien à l'encadrement, l'accompagnement et la formation des parents et des familles. Troisièmement, nous œuvrons au sein de notre association à la création d'une structure de prise en charge spécialisée qui tarde à venir jusqu'à ce jour à Bizerte. Et quatrièmement, c'est défendre et promouvoir les droits des personnes avec autisme. Je saisis cette occasion justement pour donc vous inviter, pour inviter toute personne intéressée à se joindre à nous demain à Bizerte. Nous organisons dans le cadre de cette action et toujours en partenariat avec l'IFT une rencontre débat avec les parents à partir de 15h à l'hôtel Andalusia Beach et après demain une table ronde destinée aux professionnels à 10h au même endroit. Donc soyez les bienvenus parmi nous et merci pour votre attention et je vous souhaite bonne conférence. Donc, voilà. Merci Si Mohamed. Il faut trouver une place maintenant parce que la salle est bien pleine. Donc Joseph Chovanec, alors docteur en philosophie, mais tu me dis que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est militant de la cause des autistes et de la défense des autistes. Et bien, la place est à toi maintenant. La parole te revient. Voilà. Merci beaucoup, Joseph, et merci de votre présence. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. مساء الخير لكلكم. اليوم أنا أشعر بالحنين لأن قبل 9 سنوات درست هنا في تونس العربية. بدأت دراسة العربية في معهد بورقيبة. للأسف نسيت كل شيء.
لكن أنا أشاهد كيف تغير الدولة مع المدينة. قبل 9 سنوات كان كثير من الصور مع الرئيس بن علي وأين هذه الصور؟ Voilà, désolé. J'ai besoin d'apprendre beaucoup plus à maintenant. Voilà. Mais en tout cas, permettez-moi de vous dire que pour moi, c'est une grande émotion d'être à nouveau à Tunis après toutes ces années. Je viens d'arriver, je suis encore impressionnée. Merci en tout cas pour votre présence. Et donc ce soir, nous parlerons, si vous le voulez bien, d'une particularité humaine, l'autisme. Mais je pense que le principal, avant de parler de l'autisme, il faut parler des personnes porteuses d'autisme. Elles sont beaucoup plus nombreuses qu'on ne le croit, parce qu'à peu près 1% de la population, que ce soit en Tunisie ou ailleurs, est porteuse d'autisme. Donc cela veut dire, pour parler très simplement, on doit avoir peut-être de façon très estimative, enfin très approximative, peut-être 100 000 personnes autistes de nationalité tunisienne, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un chiffre assez impressionnant. Lorsqu'on n'est pas conscient de ces choses-là, on n'a pas l'impression de voir autant de personnes autistes. Lorsqu'on marche dans la rue, que sais-je, on voyage. Mais ces gens-là sont bel et bien là. Donc nous allons, dans la première partie de la présentation, apprendre quelques petites astuces pour les remarquer, pour savoir où ces personnes-là sont. C'est un peu comme le petit jeu deviner qui est l'Algérien. Voilà, c'est un peu un petit jeu comme ça. Il y a quelques petits indices qui peuvent nous aider, mais il faut les connaître. Voilà. Et puis également, à titre d'introduction, quand on dit 1% de la population, ça veut dire 1% des enfants, mais aussi 1% des adultes et 1% des personnes âgées. Ça, on le dit toujours. Lorsqu'on parle d'autisme, on pense toujours aux enfants, et uniquement aux enfants. Mais que deviennent les enfants autistes après 10 ans, à votre avis? Pas tant. Ils deviennent adultes, hein? Et ça, on l'avait oublié. Et il y a aussi des personnes âgées autistes. Mais là, on n'en parle jamais. Vous pouvez aller à tous les colloques sur l'autisme, vous n'entendrez presque jamais parler des personnes âgées porteuses d'autisme. Donc voilà. Également, autre aspect de l'autisme qu'on oublie souvent, il y a aussi des filles autistes. Parce que pendant longtemps, on a pris en considération que les garçons autistes ou les hommes autistes, mais il y a aussi beaucoup de femmes autistes ou de filles autistes. Donc, c'est aussi un aspect de l'autisme. Voilà. Donc, ça, c'était une petite introduction très générale. Et maintenant, nous allons apprendre quelques petits trucs secrets pour deviner, en regardant les gens, qui est autiste ou pas. Vous êtes prêts à jouer avec moi? Ce n'est pas l'approche scientifique, mais c'est une approche, je veux dire, amusante pour découvrir les choses. Donc, commençons comme ça. Nous voici à la gare, une gare quelconque, celle que vous préférez. Et il y a quelques années, je m'étais retrouvée à cette gare-là pour une conférence sur l'autisme, évidemment, et une personne m'attendait sur le quai, mais je ne savais pas qui c'était. Je savais que c'était une personne autiste qui m'attendait quelque part à la gare. Et donc, j'étais un peu inquiet, paniqué, parce qu'à la gare, il y a beaucoup de monde. Ce n'est pas facile à gérer tout cela. Eh bien, j'ai reconnu la personne qui devait m'attendre immédiatement. Comment je fais à votre avis? Parce que j'ai remarqué qu'au bout du quai, il y avait quelqu'un à hauteur de la locomotive qui regardait les roues circulaires. Et je m'étais dit, ça ne peut être que lui. Et j'avais juste ça. Voilà, donc premier critère. Ce n'est pas tout à fait scientifique. Voilà, deuxième critère. Il y a des vacances, les vacances arrivent, et puis ensuite, après les vacances, que font les gens? Ils vous montrent leurs photos de vacances. Voilà. Donc, voici quelques photos de vacances.
À votre avis, quelle photo provient d'un voyageur autiste et quelle photo provient d'un voyageur non autiste? Alors déjà, cette photo-là, elle est clairement non autistique. Je ne comprendrai jamais pourquoi les gens non autistes veulent toujours figurer sur leur propre photo. C'est ce qu'on appelle maintenant un selfie. Si vous aimez la nature, eh bien, photographier la nature. Pourquoi vouloir être photographié avec la nature? Voilà. Donc, c'est juste une façon de présenter les choses. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle cette photo-là est vraiment non autistique. Parce que les gens autistes, en général, n'ont pas d'amis. Donc, si vous êtes autiste, en général, vous ne pouvez pas faire ce type de photo. Voilà. Donc, par contre, si vous êtes autiste, vous pouvez avoir des centres d'intérêt particuliers. Vous pouvez vous intéresser aux chenilles, par exemple, aux insectes ou à je ne sais quoi. Ce sont ces fameux centres d'intérêt qui caractérisent ou qui font un peu le charme de l'autisme dans de nombreux cas. On y reviendra en détail, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc ça, c'était juste le petit test des photos de vacances. Mais ce n'est pas tout. Quand vous voyagez en avion, donc c'est aussi relativement facile de deviner qui est, je dirais, autiste ou pas, parce que les gens non autistes regardent des films, donc les films modernes, auxquels je ne comprends strictement rien, mais par contre, les amis autistes suivent toujours la vitesse de l'avion, où si l'avion se situe exactement, les paramètres du vent, etc. Ils ont des applications pour cela. Les passionnés d'aviation, ça on en a beaucoup chez nous. Quand je dis chez nous, c'est chez les gens autistes, nous sommes d'accord. Voilà, c'est une façon de parler. Voilà. Autre chose, c'est un peu sur Facebook, par exemple. Comment reconnaître un profil non autistique d'un profil Facebook autistique? Le profil non autistique, c'est la dépose. Les gens non autistes adorent se faire photographier en général. Voilà, il faut avoir beaucoup de likes, comment on appelle ça, voilà. Donc tout le monde est content. Quand on n'a pas assez de likes, on est déprimé. Quand on a beaucoup de likes, tout le monde est content. Chez les gens autistes, ça ne fonctionne pas comme ça. Les gens autistes, soit ne sont pas sur Facebook du tout, la majorité, je crois, soit sont sur Facebook, mais ont en photo de profil un moteur d'avion. Tous les détails du moteur d'avion. C'est bon ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Donc, bon, c'est bien sûr, je le dis de façon un peu humoristique, nous sommes d'accord, c'est pour amener de façon relativement drôle certains sujets. Et donc, la version, je dirais, beaucoup plus sérieuse de ce que je viens de dire, c'est que les grands constructeurs d'avions, par exemple Airbus, que je connais assez directement, embauchent beaucoup de gens autistes. Parce que les gens autistes peuvent être d'excellents techniciens, notamment dans tout ce qui est fiabilité. Quand vous voulez être vraiment sûr que l'avion sera correctement construit, qu'il n'y aura pas, je dirais, de défauts de fabrication, que sais-je, embaucher des autistes. Et c'est ce que Airbus a fait. Et donc régulièrement, Airbus me demande de venir chez eux pour continuer la formation des professionnels à l'autisme. Donc c'est une aventure assez drôle. Alors maintenant que nous avons ces premiers petits outils, nous pouvons passer à une petite vidéo. Parce que maintenant, nous allons voir tout ça en situation. Donc, ce sera plus compliqué parce qu'il y aura un petit film, il y aura du mouvement et il y aura beaucoup d'enfants. Donc, c'est le petit jeu que je vous propose. C'est le suivant. Nous allons voir une classe avec toutes sortes d'enfants. Un seul enfant de la classe est porteur d'autisme. Nous allons regarder ça. Et si quelqu'un a deviné qui c'est, eh bien, il gagnera Médina algérien. Quand je n'ai pas osé dire libyen, je ne sais plus si ça vaut encore quelque chose. Et puis ensuite, une fois qu'on verra ça, on va repasser la même séquence, mais en découpant, et là, ça deviendra clair. Vous êtes prêts à jouer avec moi? On y va.
Donc, voici notre petite classe. C'est une classe américaine, mais peu importe, ça ne change strictement rien. Alors, excusez, je suis toujours perdue dans les petites lignes, mais on le retrouvera. J'aurais dû mieux me préparer. Voilà, c'est ici. Donc, place à la vidéo. Donc, au début, il y a quelques images statiques. C'est là où vous voyez les enfants. Et bientôt, le film va démarrer et vous les verrez en mouvement. Et donc, place au jeu. Voilà. J'espère qu'on aura le son. Et ça viendra dans 3 secondes. All right, I'm going to say something and I want you to repeat after me. We're going to walk into this way. Ready? Walking, 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 hop, 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 hop. Running, 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 running. Now let's stop. Now let's stop. Alors, c'est qui à votre âge? Moi, je ne pense pas. Voilà, c'est faux. Mais malheureusement, les nœuds d'Ina sont déjà partis. Qu'est-ce que vous voulez? Merci, mais vous avez trouvé la bonne réponse. En effet, c'est la petite fille anti-chanteur. Alors, pourquoi elle? Pourquoi pas un autre enfant? Eh bien, nous le verrons maintenant. Et lorsque nous décomposerons la séquence, il deviendra absolument manifeste que c'est elle, et uniquement elle. Allons-y. Il y a quelque chose qui peut nous aider, c'est un petit truc non autistique pour ainsi dire, c'est que c'est le papa de la petite fille qui fait le film. Et donc du coup c'est le papa qui suit tout le temps sa fille de la caméra. Voilà. Donc ça c'est de la triche, hein. On ne va pas procéder comme ça, mais ça peut quand même nous aider. Donc repassons la séquence et maintenant je vais arrêter toutes les 2 ou 3 secondes et nous verrons pourquoi c'est la petite fille. Voilà, premier incident. Nous avons 3 secondes de vidéo à peu près et on a déjà un premier incident. Je ne sais pas si en Tunisie les enfants jouent aussi comme ça au parachute. Non, ça ne se fait pas. Non, donc bon, c'est un petit jeu qui est couramment pratiqué en Amérique, notamment dans les écoles. On appelle ça le jeu du parachute. Voilà, bon, pas importe. Et donc les enfants tiennent le parachute et se déplacent de certaines façons. Donc ce qui est arrivé ici, le premier incident, c'est que notre amie, ma petite fille en vert, a lâché le parachute. Voilà. Ou plutôt, on peut dire que le parachute lui a glissé des mains. Pourquoi, à votre avis? Une hypothèse possible, c'est que les autres enfants ont anticipé les mouvements du parachute. Quand vous entendez « ça veut dire que ça va secouer. Donc les autres enfants ont bien anticipé ça. Pas la petite fille en vert, et donc elle n'a pas serré suffisamment fort et ça lui a échappé des mains. Alors vous allez me dire que ce n'est pas un signe typique de l'autisme, c'est vrai, mais la séquence commence comme ça. Et d'autre part, si cet incident-là se répète trop souvent, eh bien, personne ne voudra de vous dans son équipe, par exemple scolaire ou autre. Et vous verrez, ça arrivera à la petite fille en vert toutes les 10 secondes. Mais la suite est beaucoup plus typique. Regardons la suite. Donc là, la petite fille s'est rattrapée, plutôt à rattraper le parachute. C'est une petite fille pleine de bonne volonté. Et je suis sûre qu'elle est très intelligente aussi. Donc elle a rattrapé son erreur. Elle a donc attrapé le parachute. Voilà. Donc là, ça commence à vraiment être typique de l'autisme maintenant. Pourquoi? Parce que tous les autres enfants ont compris qu'il fallait se pencher. Tout le monde l'a compris, sauf la petite fille en vert. Est-ce que vous avez entendu
la consigne penchez-vous. Non, la consigne n'a jamais été dite telle qu'elle, mais tout le monde a compris cette consigne. Ça, c'est typique. Si vous êtes autiste, il vous arrivera au moins 10 fois par jour que tout le monde comprenne quelque chose sauf vous. Voyez? Les gens non autistes ont des façons non verbales de communiquer. Voyez? Si vous me racontez quelque chose et si je réponds pas, vous comprendrez quelque chose, mais ce n'est pas une façon légitime de communiquer. Voyez? Et donc, notre amie horaire a un peu de retard, elle est perdue. Mais comme c'est une petite fille très intelligente, elle va bientôt se rendre compte qu'elle est en décalage avec les autres. Et donc, elle va essayer. Les gens non autistes, il y a des réflexes comme ça pour synchroniser tout. Et c'est redoutable aussi dans les phénomènes de foule, par exemple. Certains hommes politiques savent exploiter ça à merveille. Mais bon, c'est notre débat. Donc, voici notre camarade qui est un peu décalé. Mais elle fait de gros efforts. Regardons la suite. Le parachute lui a échappé des mains. On est à moins de 10 secondes de la première fois que ça lui est arrivé. Là, c'est la deuxième fois. Enfant comme ça, vous serez exclu du groupe, parce que qui voudra être avec vous? Voyez, vous êtes l'enfant qui porte la malchance, la poisse. Voilà. Bon, à nouveau, la petite fille va se rendre compte de son erreur et donc elle rattrapera le parachute. Ça y est, c'est fait. Elle l'a rattrapé. Mais il y aura d'autres incidents. Regardez ça. Dans ce moment, vous avez perçu ce qui s'est passé? Les autres ont un peu secoué le parachute, ils ont fait comme ça. Et puis ils ont arrêté. À ce moment-là, la petite fille en vert s'est rendue. Et donc, elle a commencé à secouer le parachute. Mais elle l'a mal fait. Parce que les autres ont fait des petits mouvements rapides. Elle fait de grands mouvements amples. Voyez, un nouveau problème d'imitation. C'est tellement subtil et révélateur à la fin. All right, I'm going to say something and I want you to repeat after me. Non, ça c'est comme ça. Et je ne sais pas qui l'a dit, mais vous l'avez bien vu. Elle imite cette dame-là, qui est à peu près dans la même position. C'est très bien d'imiter les gens, mais en l'occurrence, lorsque, alors bon, peut-être pas en Tunisie, mais ailleurs, dans certains pays, les personnes autistes sont isolées. Et la seule personne qui soit en lien avec la personne autiste, c'est par exemple le dealer de drogue du coin. Voilà. Donc, voilà. Je ne sais pas comment dire, c'est Moukhadarat. Alors, là, en l'occurrence, elle a fait une erreur. Mais elle va se rendre compte qu'elle a fait une erreur et donc elle va reprendre très vite le cours de l'exercice. I'm going to walk with you on this day. Ready? Walking, walking, walking. Là, si c'était bien, vous avez vu le retard. Et il y a eu un long moment d'hésitation avant qu'elle ne commence. Et on verra encore une dernière séquence. Walking, walking, hop, 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 hop. J'aime beaucoup ça. Quand on vous dit hop, 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 ou hop, 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 qu'est-ce que vous faites? Vous sautez, mais comment ça? Est-ce qu'il y a un verbe français ou anglais OP? Non. Mais tout le monde comprend ce que ça veut dire. C'est génial ça. En fait, vous parlez des langues que vous n'avez jamais apprises. On va voir, si je vous dis par exemple, allez-y, il faut comprendre quelque chose. Ce n'est pas un mot du français normal, mais tout le monde l'utilise du moins en France. Pour moi, quand j'entends zoo, pour moi, c'est la prononciation anglaise de zoo avec les animaux. Voilà. Mais bon, bref. Voilà. Donc, je vais vous donner un exemple qui sera peut-être plus évocateur encore à ce sujet. C'est un petit jeu, on verra si nous apprenons bien une langue curieuse. Voici, donc on va voir ça tout de suite.
vais montrer une image. Voilà, cette image-ci. Nous avons ici deux formes. Hein. Nous avons une forme comme ça, donc elle est verte avec des pointes, hein. C'est la forme A. Hein. Puis nous avons une forme un peu plus diffuse, hein, elle est bleue, c'est la forme B. Il y a une langue bizarre qui est parlée quelque part dans un lieu reculé. Hein. Juste après Tatawin, on parle donc cette langue-là. Et dans cette langue, il y a deux mots. Hein. Un mot qui est Kiki et l'autre mot est Bouba. Hein. Donc il y a Kiki et il y a Bouba. À votre avis, quelle femme s'appelle Kiki et quelle femme s'appelle Bouba? Comment s'appelle celle-ci? Et comment s'appelle celle-ci? Comment vous le savez? Et c'est exactement ça. Ce sont les sous-entendus des non-autistes. Les gens autistes, tous savent des choses comme ça. Et on a fait ce test partout à travers le monde. En psychologie, c'est un grand classique. C'est le test du Bouba-Kiki. Et donc, on a fait passer ce test à des enfants et à des adultes de divers pays du monde entier. Tout le monde sait laquelle des femmes s'appelle Kiki et laquelle s'appelle Bouba, sauf les enfants autistes. C'est très, très, très intéressant. Et cela montre un peu l'ampleur des défis auxquels seront confrontés les enfants autistes, les adultes aussi, mais surtout les enfants, dans leurs apprentissages, parce que vous devrez apprendre tout cela pour pouvoir fonctionner en société. Donc, c'est un défi majeur. Mais revenons, bon, j'ai enlevé l'image de la petite fille, mais pour terminer sur le petit film avec la petite fille. Donc, le film dure bien sûr plus longtemps. Nous n'avons vu qu'un tout petit morceau du film. Vous pouvez le regarder chez vous si ça vous intéresse. J'aime beaucoup ce petit film parce qu'il nous apprend beaucoup de choses. Premièrement, vous avez vu le nombre de fois, en l'espace d'une minute par exemple, où la petite fille autiste est en difficulté. C'est même très impressionnant. Et elle est en difficulté et personne, quand on ne connaît pas l'autisme, personne ne peut deviner pourquoi. Voyez, la petite fille autiste n'a pas une apparence qui la distinguerait physiquement, pour ainsi dire, d'une autre petite fille de son âge. Mais elle a un mode de fonctionnement radicalement différent. Et donc, je peux vous poser 3 questions pour réflexion personnelle. Imaginons que vous soyez le camarade de classe ou dans la même classe que cette petite fille. Qu'est-ce que vous penserez de votre camarade de classe? Bien, la seule chose qu'on puisse penser, c'est qu'elle est vraiment bête. Elle ne sait rien faire. Elle rate tout. Vous voyez, là, on l'a vraiment vu, en l'espace d'une minute, elle a fait peut-être 10 erreurs, 10 gaffes. Ensuite, du point de vue de l'enseignant, cette fois, vous êtes le prof ou l'enseignant et vous devez donner une note ou évaluer comment fonctionne la petite fille en vert. Qu'est-ce que vous dites? Mais la seule chose que l'on puisse dire, c'est qu'elle est très mauvaise, là encore. Et on peut dire elle est bête. Bon, on n'utilisera plus ce type de vocabulaire, mais on le pensera quand même. Ou alors la formulation élégante, dans un français un peu bureaucratique, ce serait « elle n'est pas entrée dans les apprentissages ». Ça, c'est un peu le jargon éducation nationale français. Voilà. Mais bon, ça revient un peu au même parce que c'est souvent un facteur d'exclusion. Donc, ce type d'enfant est souvent poussé vers la sortie de l'école. Et puis, troisième question qu'on peut se poser. Imaginons, vous êtes parent de la petite fille. Le soir, après donc, les événements qu'on a vus, la petite fille rentre chez vous, rentre à la maison. Et dans quel état elle est, à votre avis? Oui, elle est fatiguée, voire totalement épuisée, voilà. Et les parents diront à la petite fille, mais pourquoi tu es fatiguée comme ça? Vous n'avez rien fait. C'était une journée de fête à l'école. Il n'y a pas eu cours de maths. Il n'y a eu que cette petite fête avec les gâteaux et le parachute.
Mais oui, mais les fêtes sont beaucoup plus fatigantes que les cours de maths. Sauf que les gens ont du mal à comprendre cela. Pour une personne autiste, le plus dur dans une journée de cours, ce n'est pas le cours en tant que tel, c'est la récréation, ou alors c'est la pause. Voyez, ce sont ce qu'on appelle parfois les moments de convivialité. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que la fatigue d'une personne autiste ne correspond pas tout à fait à la fatigue d'une personne non autiste. Et en général, plus il y a de monde avec lesquels vous devez interagir, plus il y a de bruit, et bien plus ça sera fatigant. Donc, bon, c'est une règle très générale, hein, sauf qu'il y a divers cas de figure, etc. Mais ce soir, nous ne faisons qu'un petit aperçu relativement global et nous commençons déjà à être pressés par le temps. Mais bon, autre chose, lorsque vous êtes porteur ou porteuse d'autisme, eh bien, donc vient la question de comment apprendre, comment faire les apprentissages. Souvent, à l'école, on a tendance à dire on va commencer par le simple et on ira vers le compliqué. C'est tout à fait louable et noble, mais le problème, c'est que ce qui est simple pour les non-autistes n'est pas forcément simple pour les gens autistes et vice-versa. Donc, je vais vous donner juste un exemple. C'est un exemple un peu provocateur, mais je pense qu'on peut quand même le prendre. Donc, je vais vous montrer deux journaux et vous me direz si le journal en question est facile ou difficile. Donc, en d'autres termes, si le journal convient pour des enfants ou pas. On peut le dire comme ça. Donc, voici mon premier journal. Qu'est-ce que vous pensez de mon premier journal? Oui. Alors, essayons de le voir de façon méthodique. Lorsque nous sommes face à un journal que nous ne connaissons pas, que faisons-nous tout d'abord? Nous regardons où est le titre. Ici, le titre est parfaitement clair. Il se dégage sans problème particulier. Bon, j'aurais dû peut-être prendre un exemple tunisien dans la presse, je ne sais pas. Bon, j'ai pris celui-là. Donc, ici, le titre se dégage de façon très claire. Et à votre avis, de quoi parle le Financial Times? Il parle de finance. C'est très simple. Donc, il est facile de trouver le titre et il est facile de deviner de quoi parle le journal. Deuxième chose, lorsque, après le titre, vous lisez les articles, eh bien, les articles sont toujours écrits de la même façon. Et par exemple, il est écrit qu'hier, à la bourse de New York, telle ou telle action a fini à $17,43. On aime ou on n'aime pas, hein, mais c'est dit de façon très claire. Hein, voilà. Mais maintenant, regardons notre deuxième journal. Bon, peut-être qu'il s'est censuré dans certains pays, mais bon, on va tenter quand même. Hein. Ça, c'est considéré comme un journal facile. Mais en fait, c'est un journal très difficile. Déjà, où est le titre? Pour moi, le titre est là. Les vacances, c'est maintenant. Voyez? Donc, sauf qu'on me dit, mais non, t'es bête, le titre est ici, bon, il faut le trouver. Hein. Et puis, si vous avez un minimum de sens esthétique, c'est très dur de regarder ce genre de fouilles colorées. Hein. Bref, donc vous trouvez le titre. Donc, le titre, c'est Closer. Closer, ça veut dire plus près de. En quoi ça donne un indice sur le contenu du journal? Ben non, il n'y a aucun indice, ça ne veut rien dire, ça n'indique rien sur le contenu. Et même, bon, la question c'est est-ce qu'il y a un contenu dans ce type de journal? C'est encore autre chose. Hein. Puis regardons le texte. Il n'y a pas beaucoup de textes, mais il y en a quand même un. Par exemple, ici, il est écrit Patrick Bruel. Déjà, ça commence mal. Je ne sais pas qui est Patrick Bruel. Hein. Mais je peux vous assurer qu'on peut vivre très bien sans savoir qui est Patrick Bruel. Célibataire et il en profite. Que veut dire cette phrase?
Vous savez, vous pouvez prendre un dictionnaire épais comme ça, du français ou d'une autre langue, passer une semaine entière à chercher tous les mots, vous ne comprendrez pas le sens de la phrase. Pourtant, tout le monde aura compris le sens de la phrase, sauf vous. Dans le jargon technique, par exemple dans la finance, bien sûr qu'il y a des mots techniques compliqués, mais on peut les chercher dans le dictionnaire et ensuite on comprend, ou alors sur Internet si vous préférez. Ensuite on comprend le texte. Mais ici, dans ce genre de cadre-là, je ne sais pas comment décoder. Et le même problème avec les images. Si vous voyez ce type d'image-là, qu'est-ce qu'il faut comprendre ou pas? Je vois deux masses rosâtres. Et voilà. Donc, bon, j'ai pris cet exemple qui n'est pas forcément le meilleur, mais c'est pour dire quelque chose de très grave. Souvent, on sous-estime de beaucoup les compétences réelles des enfants et des adultes autistes. Parce qu'on leur donne des choses qui ne sont pas faites pour leur mode de fonctionnement. Et lorsqu'on sous-estime les compétences réelles de ces personnes, on aura tendance à les mettre à l'écart. À les mettre à l'écart de l'école, à les placer dans des lieux, on va dire, où ils n'apprendront pas, où ils n'évolueront pas. C'est une problématique très particulière. Le même problème s'applique au test de QI, quotient intellectuel. Maintenant, c'est une vraie religion. Il y a des gens qui font passer des tests du QI en permanence à leurs enfants. Et en fonction du score, l'avenir de l'enfant sera déterminé. Le problème, c'est que ces tests de QI ne sont pas adaptés au fonctionnement des gens autistes. L'exemple classique, voire caricatural, c'est l'enfant autiste qu'on a placé devant une feuille avec l'énoncé du test de QI. L'enfant n'a rien répondu. Pourquoi? Parce que, premièrement, le texte était imprimé de travers. Deuxièmement, le texte était imprimé en rouge. Or, beaucoup d'enfants ou d'adultes autistes n'aiment pas le rouge, en tant que couleur. Et puis ensuite, par exemple, on l'a mis à côté d'un time timer. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un time timer. S'il y a des professionnels parmi nous, ils savent sans doute ce qu'est le time timer. C'est un petit appareil qui indique le temps qui reste. Mais celui qui a fait les time timers les a fait en rouge. Et il y a donc un segment rouge qui diminue et qui montre un peu le temps qui s'écoule ou qui passe. Mais tant qu'il y a du rouge, la personne peut croire qu'il ne faut pas agir. Voyez. Pour vous donner un autre exemple, vous voyez les petits signes là de sortie. Regardez bien, il y a une flèche qui pointe vers le bas et un petit bonhomme qui court dans cette direction. Et moi, je fais quoi? Est-ce que je dois m'aplatir par terre ou est-ce que je dois courir dans cette direction-là? Et quand maintenant, dans 5 minutes, dans 1 heure. Voyez, donc ça a été fait par un autiste. Donc, une personne typiquement autiste pourrait être en difficulté à côté de ce petit panneau qui est censé être universel et facile à comprendre. Mais en fait, il est contradictoire parce qu'il donne des indications contradictoires. Donc, et le résultat du test de QI sera dans l'enfant un très petit QI. Voilà. Donc, bon, c'était juste une petite, je dirais, chose. Dans les quelques minutes qui restent, je savais, rassurez-vous, il y a un autre aspect de l'autisme qu'on ne pourra que esquisser, mais il est important. Je pense que la meilleure façon de l'esquisser, c'est avec une toute petite vidéo, c'est l'aspect sensoriel. L'autisme, ce n'est pas qu'une façon différente de fonctionner. L'autisme, c'est aussi une autre façon de percevoir le monde. Et en l'occurrence, les gens autistes sont dans presque la totalité des cas des personnes ayant une très forte sensibilité visuelle, auditive, etc. Le mieux, c'est, faute de temps, on peut en parler toute la journée, le mieux, c'est de regarder une toute petite vidéo anglaise sur ce sujet. Donc, dans notre petite vidéo, nous verrons un enfant autiste qui va dans un magasin. Alors, les magasins sont très souvent des lieux très compliqués pour les gens autistes. C'est d'ailleurs pour ça qu'en Angleterre, il y a par exemple des magasins avec des horaires d'ouverture pour clients autistes. Donc, nous verrons ça dans la petite vidéo. Donc, la vidéo a été
faite il y a quelques semaines par l'Association anglaise d'autisme pour sensibiliser un peu le grand public à ce que peut ressentir un enfant autiste dans un magasin quelconque. Donc là, les choses sont faciles. Notre ami porteur d'autisme est en bleu. Le bleu, c'est la couleur de l'autisme. Alors, ce n'est pas qu'un symbole. La couleur bleue a été choisie pour être la couleur de l'autisme parce que c'est la couleur que les gens autistes préfèrent. En général, je n'ai encore jamais rencontré de personnes autistes qui n'aiment pas le bleu. Voilà. Donc voici notre jeune ami vient avec sa maman dans un magasin et les choses sont bien expliquées. Regardons ça. C'est très bref mais très percutant, je pense. Donc premier problème, les portes automatiques qui s'ouvrent. Vous ne savez jamais quand est-ce que ces portes vont s'ouvrir exactement. C'est une source d'anxiété. C'est un peu, vous recevez une petite injection d'adrénaline lorsque vous passez ce type de porte. Et lorsqu'elles sont transparentes, c'est encore plus compliqué. Parce que sur les portes transparentes, il y a des reflets violents. Donc, à méditer. Si vous mettez, par exemple, un enfant autiste dans une salle de classe près d'une fenêtre et qu'il y a beaucoup de soleil, l'enfant risque de ne pas pouvoir fonctionner. Il faut le savoir. Vous voyez, il y a un monstre vert ici, et il émet une musique absolument dégueulasse, quoi. Et ce petit monstre vert est censé attirer les enfants. Je ne sais pas comment c'est possible, mais ce qui paraît, ça attire les enfants. Et en plus, il est rouge en partie aussi. Donc, c'est vraiment mal fait. Mais on continue. Vous voyez les flashs. Certaines personnes autistes sont extrêmement sensibles à ces variations subites de lumière. Ça peut déclencher une crise de colère chez certains enfants autistes, par exemple. Puis, il y a beaucoup de gens, alors c'est tout un sujet dont je n'ai pas parlé, mais beaucoup de gens autistes qui aiment l'ordre, par exemple, que tout soit bien rangé, que tout soit bien propre, pas de poussière, pas de plis de la chemise ou des vêtements. Et donc, le fait de voir des lacets défaits, ça peut être compliqué pour certains enfants. Donc, vous avez beaucoup d'enfants autistes qui s'approcheraient de la chaussure pour faire le lacet ou essayer de le faire. C'est compliqué. À titre personnel, j'ai du mal à faire les lacets. C'est compliqué. Mais bon, vous voyez le crissement très particulier des sachets en plastique. Il y a diverses variations de crissement, diverses versions de crissement, pardon, qui peuvent être très gênantes. Par exemple, le bruit du bois sur le tapis. Ça, c'est une des choses très difficiles à supporter. Le bruit des pièces qui tombent. Le bruit de la paille quand vous en arrivez au bout de ce qu'il y a dans le récipient. D'ailleurs, ça, si on ne connaît pas ces détails, on peut se demander pourquoi, par exemple, l'enfant autiste, c'est un exemple, a des accès de panique quand on lui montre un gobelet avec une paille. Ça peut être ça. Donc, il y a une autre version, mais je pense que c'est uniquement un problème très spécifique à l'Amérique, parce qu'en anglais américain, pas du tout en anglais britannique, mais en anglais américain, il y a une façon très spéciale de parler, que certaines personnes en Amérique parlent comme ça, c'est ce qu'on appelle le vocal fry. Assez particulier, je dirais, à l'américain, et ça peut susciter des réactions assez comparables au bruit de la paille. Le problème des ballons, pourquoi à votre avis? Les ballons peuvent éclater ou exploser. Lorsque vous avez subi ça une fois, vous restez traumatisé toute la vie. Les parfums, au moment de la sortie du magasin. Vous voyez, c'est une espèce de petite alarme anti-vol.
base. Hein, et donc l'enfant aura un petit moment de mauvaise conduite, si j'ose dire. I'm not naughty. I'm autistic. Donc l'enfant vient de dire à peu près, je ne suis pas un sale gosse, je suis autiste. Voilà, à peu près, traduction approximative. Ça, c'était un petit spot télévisuel, hein, c'est diffusé à la télé anglaise. Je pense que c'est très bien fait, c'est très court, ça dit beaucoup de choses. Et donc bien sûr, c'est une introduction très générale et très brève à ces modes de fonctionnement autistique, mais néanmoins, dans un temps limité, on essaie de faire ce qu'on peut. Je pense, si vous voulez bien, qu'on peut passer tout de suite à la dernière diapo. Hein. Donc, on va dire la conclusion, si je puis dire. Alors, j'ai une diapositive que j'aime bien, c'est par elle que j'ai terminé. Hein. Donc, je vais vous la montrer à nouveau. Peut-être qu'il y a déjà des gens qui l'ont vue. Alors, je suis désolée. C'est en fait une diapo un peu ironique. Parce que nous avons parlé de l'autisme. Et si on parlait du non-autisme, des troubles non-autistiques, vous connaissez la maladie non-autistique? Oui. Donc, je sais comment on pourrait diagnostiquer ça. Alors, regardons ça. Il y a un institut de recherche sur les troubles non-autistiques. Hein. Et donc, c'est celui-là, hein, disons ensemble. L'Institut d'études des troubles non-autistiques. Eux, ils utilisent du jargon, hein, eux, ils disent neurologiquement typique ou neurotypique. C'est l'inverse de l'autisme. Dans le jargon, soit vous êtes autiste, soit vous êtes neurotypique. Hein, vous voyez, c'est le... on peut dire par la phobie ou quelque chose comme ça. Donc, le syndrome non-autistique ou neurotypique est un trouble neurobiologique. Ça, c'était la version américaine. Hein. En France, on dirait que c'est un trouble des relations avec la mère. Parce que vous avez beaucoup de professionnels en France qui croient encore que l'autisme, c'est dû à la mauvaise influence de la mère. Hein. Bon, je vous laisse ça. Hein. Mais je pense qu'il y a aussi un problème avec la belle-mère. Hein. Ça, c'est encore pire. Parce que la belle-mère n'est pas belle. Hein. Je ne sais pas si ça ne vous trouble pas ces appellations. On l'appelle belle-mère, mais elle n'est pas belle. J'ai un problème similaire avec ma sœur. J'ai une sœur, alors elle est plus petite que moi, mais elle est plus âgée que moi. Donc il faut l'appeler ma grande sœur, mais elle est plus petite que moi. Vous voyez? Donc, caractérisée par des préoccupations sociales. Ça, c'est Facebook. Je suis toujours épatée de voir l'énergie que les gens non-autistes parfois déploient ou utilisent pour savoir ce que les autres pensent d'eux. Et ça, Facebook gagne des milliards sur ça. En exploitant, je dirais, les tendances non-autistiques des gens. C'est assez remarquablement fait. Des délusions, c'est du jargon psychiatrique, hein, des fausses croyances. Donc, fausses croyances de supériorité. Hein. Ça, c'est beaucoup d'hommes politiques. Hein. Il y a des spécimens tout à fait étonnants. Mais bon, des obsessions de conformité. Hein. Ça, c'est le cas de beaucoup d'adolescents non-autistes qui veulent absolument avoir la même marque de vêtements que leurs camarades de classe. S'ils n'ont pas les vêtements à la mode, ils vous feront des crises de colère, pas possible. Hein? Et on ne les emmène pas à l'asile psychiatrique. C'est même considéré comme normal. Je plains les parents qui ont des enfants non autistes. Parce qu'au bout de quelques années, les enfants non autistes deviennent des adolescents non autistes. Comment voulez-vous gérer ça? Mais bon, quelle est la prévalence ou le taux de personnes non autistes? Ça dépend où vous regardez. Hein. Si vous cherchez ça dans la famille que c'est Kardashian, là, on aura 100% de non-autisme, et on aura d'autres pathologies sans doute. Est-ce qu'il y a des traitements pour guérir du non-autisme? Grande question. Hein? Donc, il faudra créer à Bizerte une association d'aide non-autistes. Justement,
Comment que faire si quelqu'un que vous connaissez souffre de non-autisme? Eh oui, c'est un problème tout à fait sérieux. On peut le tourner bien sûr en dérision, mais j'ai été souvent frappée depuis ces quelques 12 années que tous les jours, presque j'ai des événements sur l'autisme. Je rencontre beaucoup de gens, des gens très divers. J'ai été très frappée de voir à quel point la vie de certaines personnes dites normales était triste. La vie de beaucoup de personnes qui se croient valides ou normales est parfois très triste. Et justement, j'ai une dernière anecdote, ce sera vraiment la dernière à vous dire à ce sujet. Il y a à peu près 15 ans, je n'avais pas d'emploi, je n'avais aucune perspective professionnelle ou personnelle. Bref, ça s'annonçait très mal. Mais il y a quelqu'un qui m'a donné un premier emploi. Ce quelqu'un, c'était un monsieur aveugle de naissance et né à Alger. Et il a été mon patron pendant 7 ans. Et donc, travailler pour un aveugle, c'est génial. Vous n'avez aucun problème de vêtements. Je ne suis jamais allée chez le coiffeur de ma vie, mais ce n'est pas un problème avec des aveugles. Hein? Voilà. Et donc, ce monsieur-là m'a, entre guillemets, sauvé. Il m'a beaucoup appris pour comment travailler, comment interagir avec les gens, etc. Et le secret ou l'anecdote, c'est la suivante. Ce monsieur est bénévole dans des associations qui font fonctionner des numéros de téléphone où vous pouvez téléphoner lorsque vous êtes désespéré, déprimé ou suicidaire. Hein. Ou comme diraient les gens non autistes en France, lorsque vous êtes au bout du rouleau. Pendant longtemps, je me suis demandé quel bout du rouleau était appliqué et comment. Ah, mais bon, ouais. Et le secret, c'est le suivant. L'épouse d'un ancien Premier ministre français est suicidaire depuis des années. Hein. Elle souffre de dépression très forte. Et donc, de temps à autre, elle téléphone à ce numéro-là. Et c'est donc un aveugle de naissance né à Alger qui doit remonter le moral de l'ancienne deuxième dame de France. Je pense que c'est très, très subtil. Peut-être que cela nous indique que la mission des gens dits handicapés ici-bas est de tenter d'aider et de soutenir le moral des personnes qui se croient un peu vite valides. Voilà, merci beaucoup. Merci Joseph, merci pour cette conférence drôle et très très touchante. On a eu des commentaires sur Facebook, excuse-moi, des gens qui étaient très émus et j'imagine qu'il y a beaucoup de questions et d'émotions ce soir dans la salle. Je vous rappelle, pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard, que nous nous retrouvons après une série de questions que j'aimerais qui restent très générales pour qu'elles puissent intéresser tout le monde. Et qu'après nous nous retrouvons pour un petit pot de l'amitié et où on pourra tous discuter ensemble de la problématique qui a été soulevée ce soir. Donc voilà, la parole est à la salle, si tu le permets Joseph. Voilà. Qui veut poser une question? Soyez pas timide. C'est pour les causes de cette maladie. Et à partir de quel âge on pourrait parler d'enfants autistes? Oui. Merci. Je me permettrai de répéter votre question à cause du micro pour que tout le monde comprenne bien. Merci pour votre question. Donc, la question qui nous est posée est donc sur les causes ou les origines de l'autisme et à partir de quel âge cela peut être diagnostiqué. Alors, une première chose, si vous le permettez, l'autisme n'est pas, je dirais, considéré comme étant une maladie. L'autisme, ce n'est pas la grippe ou le cancer. On attrape un jour la grippe ou le cancer et on espère en guérir très bientôt, dès que possible. Mais l'autisme, ce n'est pas ça. L'autisme, c'est une façon d'être. Vous le resterez toute votre vie. Vous ne pouvez pas attraper l'autisme un jour en visitant, je ne sais pas, la Libye. Voilà. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. L'autisme fait partie de vous, fait partie de votre identité. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il est extrêmement compliqué de dire, lorsque vous regardez une personne autiste, où commence et finit son autisme et où commence et finit sa personnalité, son tempérament. Oui, c'est quelque chose de très intéressant, très, très subtil aussi, parfois compliqué. Donc, l'autisme est une
particularité génétique. Hein. Ce n'est pas dû à la mauvaise influence de la mère, hein, comme certains osent le dire encore. Hein. Heureusement, ce n'est qu'en France. Hein. Dans le reste du monde, tout le monde sait que ce n'est pas la maman qui est coupable hein, de ces choses. Voilà. C'est une particularité génétique qui d'ailleurs est observable par un grand nombre de traits. Hein. Les gens autistes ont par exemple souvent un système digestif légèrement différent. Les gens autistes, même les bébés autistes, ont un cerveau qui est fait un peu différemment, très souvent, pas toujours, mais très souvent. Les gens autistes aussi, lorsqu'il y en a un dans la famille, il est plus que probable qu'il y ait quelqu'un d'autre dans la famille aussi porteur d'autisme. C'est d'ailleurs là l'intérêt ou l'importance du diagnostic des personnes âgées. Parce que si vous diagnostiquez une personne âgée autiste, il y a des chances pour que dans sa famille, il y ait d'autres personnes autistes. Voyez? Donc souvent, les diagnostics comme ça suscitent des phénomènes de réaction en chaîne. Hein. On observe ça presque toujours. Hein. Donc, typiquement, c'est un enfant qui est diagnostiqué et puis ensuite, on diagnostique, je ne sais pas, la tante ou l'oncle ou le papa. Ou, il y a comme ça des phénomènes familiaux. Hein. Donc, le mieux, c'est toujours de s'appuyer sur la famille parce que, premièrement, ils connaissent leur enfant, donc ils pourront bien vous en parler. Et puis, deuxièmement, en regardant dans la famille, vous en trouverez peut-être d'autres aussi. Donc, ça montre bien que c'est génétique. Et d'ailleurs aussi, pour appuyer un peu cette démonstration, lorsque vous avez des jumeaux, eh bien, en cas de vrais jumeaux, lorsque l'un est autiste, presque systématiquement, plus de 90% des cas, l'autre est également autiste. Après, chez les frères jumeaux, c'est un peu moins fort. Chez les frères et sœurs, la corrélation n'est que d'environ 40 ou 50%. Mais ça reste quand même assez considérable. Donc, voilà. Ensuite, à quel âge peut-on diagnostiquer? Alors, le mieux, c'est de faire un diagnostic très tôt. D'après les recommandations officielles qu'elles existent par exemple en France, mais ne sont pas appliquées malheureusement, un bon diagnostic, c'est à l'âge de 18 mois, hein, donc 1 an et demi. Hein, voilà. Pourquoi c'est très important? Parce que si vous avez un diagnostic à l'âge de 1 an et demi, vous pouvez presque tout faire. Hein. L'horizon de l'avenir ou des possibles est beaucoup plus large. Ça sera récupérable, par exemple, après le diagnostic fait. Justement, c'est ça justement l'intérêt du diagnostic précoce, c'est que vous pouvez rattraper beaucoup de choses. Le cerveau des tout petits a une plasticité très importante. Et donc, par exemple, même en cas de, entre guillemets, je n'aime pas le terme, mais bon, déficience intellectuelle, eh bien, on peut mettre en place des solutions qui sont très efficaces chez les tout petits. Et ensuite, plus on tarde, plus ça devient compliqué. Alors, la partie n'est jamais perdue, on peut apprendre à tout âge, hein, c'est vrai, mais simplement ça devient beaucoup plus compliqué. Et juste pour vous dire, ça fait un peu partie des aspects sombres un peu de ma petite vie. Régulièrement, je vais dans des établissements où il y a des personnes autistes adultes qui ont 30, 40, 50 ans, de tous les âges. Et ce sont parfois des gens qui ont passé 10 ans, 20 ans de leur vie dans des lieux psychiatriques, dans des cages, ou presque, hein, avec des médicaments extrêmement lourds. Et on les récupère ensuite, et c'est très, très compliqué de leur, je veux dire, apprendre un fonctionnement, on va dire, en liberté, dans de meilleures circonstances. Ces gens-là sont passés par des choses, des phases très compliquées. Et, on les a vraiment, je dirais, traités pire que des prisonniers dans des prisons. C'est très impressionnant. Donc, c'est psychologiquement compliqué d'être confronté à certains cas de maltraitance que les gens ont pu subir pendant très longtemps. Donc, le mieux... La violence, si vous me permettez, la violence dans le domaine de l'autisme, c'est surtout la violence que subissent les gens autistes. C'est plutôt dans ce sens-là. Une réaction.
Voilà, il faut savoir se protéger et c'est très compliqué de savoir se protéger. À titre personnel, je suis très fortement partisan et militant pour créer des cours d'autodéfense pour des personnes. Non, pas autodéfense au sens de taper, hein, ça peut être aussi utile, mais je veux dire autodéfense sociale. Que faire si, par exemple, il y a quelqu'un qui me veut du mal? Comment réagir? Comment savoir si le gars là est dangereux ou pas? Voyez, c'est un vrai problème. Et donc, il y a tout un système d'autodéfense à apprendre. Et quand on ne fait pas tout ce travail-là, tout cet apprentissage-là, eh bien, arrivera, hélas, ce qu'on voit au quotidien dans les associations, toutes ces personnes autistes qui ont été victimes de violences parfois très graves. Beaucoup de femmes autistes ont été violées. C'est hélas très commun, quoi. Mais malheureusement, on n'en parle pas, ça fait partie un peu des tabous, des sujets non dits. Hein. Et beaucoup de personnes autistes se font escroquer aussi. Hein. Bon, je vais vous donner juste un exemple bête, hein, c'est juste un tout petit exemple. Voici une bouteille d'eau. La bouteille d'eau coûte, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 1 dinar. Donc ça, c'est 1 dinar, c'est le prix pour vous, pour les gens non autistes. S'il y a une personne autiste qui arrive, par exemple votre serviteur, le vendeur remarquera tout de suite que j'ai une façon bizarre de parler, que je me comporte de façon anormale, et donc le prix passera à 10 dinars. Bon, c'est un exemple bête, hein, mais néanmoins, voilà, donc, les autistes et pour les parents. Voilà. Les parents aussi, hein, les parents sont un peu aussi victimes, hein, de toutes ces violences-là. Je ne sais pas si vous souhaitez dire quelque chose, n'hésitez pas, mais typiquement, ce que les parents des enfants autistes entendent, c'est qu'il faut éduquer son enfant. Ou alors, quand on ne sait pas éduquer son enfant, on ne fait pas d'enfant. Ou alors, confiez-le-moi pour un week-end et je l'éduquerai. Et beaucoup de choses comme ça. Les autres personnes ne comprennent pas forcément à quel point c'est compliqué d'être parent d'un enfant autiste. Et c'est souvent une expérience très traumatisante pour les parents que les rejets dont ils sont victimes. Et prenons un exemple relativement simple au restaurant. C'est très compliqué quand on est, je veux dire, parent d'un enfant autiste d'aller au restaurant parce que tous les autres essaieront de vous repousser ou se conduiront mal avec vous. C'est pour cela que, par exemple, au Canada, dans beaucoup de restaurants, les employés de restaurant sont formés à l'autisme. Donc, dès que vous arrivez en tant que parent d'un enfant autiste avec votre enfant au restaurant, le serveur comprendra tout de suite que vous êtes parent d'un enfant autiste et vous proposera par exemple une table plus tranquille. Les choses se passeront en général un peu mieux. Mais si vous souhaitez me dire des choses, n'hésitez pas si vous avez une expérience à partager sur ce sujet. Ou un autre parent. Justement. Justement, je ne vais pas vous demander votre avis sur les méthodes de prise en charge comme l'ABA ou l'art-thérapie, mais est-ce que justement vous avez des expériences à nous communiquer pour cette prise en charge? Merci pour la question. C'est un vaste débat. Il y a diverses méthodes, il y a diverses modalités, mais ce qu'il faut savoir avant tout, il faut connaître chaque enfant. La méthode ABA que vous avez citée, c'est typiquement une méthode pour mettre fin à certains comportements très problématiques. Par exemple, vous avez des enfants autistes qui ne peuvent pas être assis. Voilà. Donc ça, si vous ne pouvez pas être assis, vous ne pouvez pas aller à l'école. Donc un peu d'ABA, et le problème est résolu, généralement au bout de quelques semaines. Hein. Ça peut avoir des effets presque miraculeux sur ce type de choses. Mais ensuite, vous avez beaucoup d'enfants autistes qui n'ont pas de troubles du comportement. Donc dans ce cas de figure-là, à mon avis, on peut faire sans ABA.
Ensuite, il y a un petit piège. Dans la présentation commune qu'on nous fait de l'ABA, on dit que c'est une méthode expérimentale et nouvelle. Mais ce n'est pas nouveau, hein, ça date d'il y a un demi-siècle. Donc, par exemple, aux États-Unis, relativement peu d'enfants suivent l'ABA classique parce que c'est vieux. Maintenant, on utilise plutôt des méthodes plus nouvelles. Je pense par exemple au modèle de Denver, je dis, alors c'est un peu sur le même principe, mais c'est beaucoup plus intelligent comme méthode. C'est-à-dire, on parle vraiment de ce qui intéresse l'enfant, etc. C'est, je pense, beaucoup plus, bien plus recommandable. Mais ceci étant, c'est très compliqué de trouver des professionnels de ce côté-ci de l'Atlantique, pour ce qui est de Denver. Donc, on est bien content quand on a l'ABA. Mais encore une fois, il faut voir si l'ABA est nécessaire dans le cas de l'enfant. Pour ce qui est de l'art, sans utiliser nécessairement le terme d'art-thérapie, je pense qu'il est très intéressant, très important de permettre à l'enfant de s'exprimer lorsqu'il sait dessiner ou sait peindre. Beaucoup de personnes qui savent peindre et dessiner. J'ai plein d'exemples dans l'ordinateur, mais on n'a pas le temps de tout voir. Mais c'est vraiment une compétence qui existe assez souvent. Autant l'utiliser. On utilise le terme d'art-thérapie, bon, pourquoi pas, si vous préférez utiliser ce terme. À titre personnel, je pense qu'on peut simplement parler de création artistique. Et c'est remarquable, parce que l'enfant peut apprendre à communiquer, il peut être valorisé comme cela, et ensuite ça peut devenir une passion pour la vie. J'ai beaucoup d'amis autistes qui ont véritablement transformé cette passion d'enfance pour la création en un métier vraiment pour ce que ça fait la substance de leur vie. C'est assez impressionnant. Oui, si vous avez d'autres méthodes, après il y a monsieur devant, madame derrière, s'il vous plaît. Merci. J'aimerais savoir si l'autisme diagnostiqué chez les enfants assez précoces est systématiquement lié avec un retard de langage. Parce que c'est vrai que le cas inverse est rare à voir. Merci pour votre question. Si j'ai bien compris votre question, c'est est-ce que le retard du langage est la cause du diagnostic? C'est cela. Le retard du langage est, je dirais, le plus souvent, il est présent. Mais le retard du langage n'est pas, je dirais, un critère d'intelligence. Vous pouvez être une personne très intelligente, être non-verbale, et à l'inverse, parler beaucoup, et comme certains hommes politiques, être d'une intelligence, on va dire, douteuse, on va dire comme ça. Donc, le fait de beaucoup parler n'est pas un signe d'intelligence en tant que tel. Mais par contre, il est vrai que c'est souvent un signe d'alerte qui alerte les parents. Ceci étant, à mon avis, on devrait faire le diagnostic encore avant l'apparition du langage. Parce que si on attend l'âge de 5, 6, 7 ans, on a déjà perdu quelques années. Alors, c'est déjà bien d'avoir un diagnostic à 5, 6 ans. Mais il serait encore idéal d'avancer un petit peu l'âge du diagnostic. Ça, c'est mon idée. Et puis, il y avait monsieur Merci beaucoup. S'il vous plaît, je sais que le sujet est large, mais un petit mot sur le rose chez les bleus. J'entends par là la sexualité chez les autistes. Merci beaucoup. Disons, chez les gens autistes, il y a vraiment tous les cas de figure. Il y a une petite minorité de gens autistes qui vivent en couple. Ensuite, il y a une autre minorité qui ne vivent pas en couple, mais qui souhaiteraient vivre en couple. Mais aussi, il y a, je dirais, peut-être presque la moitié qui ne souhaitent pas vivre en couple. Et souvent, ça fait des malentendus, parce que les parents attendent, espèrent ou veulent que leur enfant, en devenant adulte, soit se marie, soit vive en couple. C'est, je veux dire, ce qu'attendent généralement les parents. Mais beaucoup de personnes autistes n'ont pas ce type de projet. Et ça crée parfois quelques petites tensions dans les familles.
L'exemple, je dirais, le plus connu, le plus classique, eh bien, c'est tout simplement sans doute l'américaine autiste la plus connue, à savoir Temple Grandin, Temple Grandin, si on le dit à la française. Temple Grandin, elle a toujours refusé, maintenant c'est une femme âgée, hein, elle a toujours refusé de vivre en couple, etc. Donc, je pense qu'il y a divers cas de figure et il est toujours très compliqué de vouloir plaquer sur la personne autiste les attentes qu'on peut avoir en tant que parent ou proche d'une personne autiste. Les projets de vie des gens autistes peuvent être, je pense, différents et on a peut-être, je dirais, une forme de tolérance à avoir à cet égard-là. Donc, bon, c'est un peu, bon, ce que je vous dis est un peu lié au fait que j'ai à la fois beaucoup de discussions avec les parents et aussi beaucoup de discussions avec des gens autistes. Et on voit que les perspectives des uns et des autres ne sont pas toujours pareilles. Hein. Je comprends parfaitement que beaucoup de parents souhaitent, entre guillemets, que la personne autiste rejoigne la famille et sa famille aussi, qu'il y a une attente sociale dans cette direction-là. Mais beaucoup de gens autistes ne partagent pas cette approche et peuvent faire autre chose. Hein. Alors, parfois, c'est exprimé de façon assez violente. Hein. Alors, je vous cite une phrase juste, hein, c'est un passionné d'aviation. Hein. Donc, je ne veux pas choquer qui que ce soit en citant cette phrase, mais elle montre aussi l'absence de diplomatie de certaines personnes autistes. Hein. Donc, c'est un certain passionné d'aviation, dont je tairai le nom, qui avait répondu à une phrase « Je n'ai pas assez de temps pour m'occuper d'un avion et d'une épouse ». Non, pardon, c'est très méchamment dit, mais parfois on entend des phrases comme ça. Bonjour, je vous remercie pour votre intervention. Je voudrais savoir, pour les enfants autistes qui ont aussi une hyperactivité et à qui on donne des médicaments pour les calmer, pour qu'ils puissent intégrer l'école, que pensez-vous de ça et est-ce que c'est la bonne conduite ou pas? Merci. Merci, superbe question, merci, j'aime beaucoup cette question, parce que vous soulevez un point que je n'ai pas du tout abordé, c'est que l'autisme n'existe presque jamais en tant qu'entité isolée. Hein. L'autisme est presque toujours relié à d'autres particularités. En général, lorsque vous êtes autiste, vous êtes également ce qu'on dit dysgraphique, dyspraxique, dyscalculique. Il y a un lien assez fort entre ces choses. Moins souvent, mais cela existe, il y a un lien entre autisme et épilepsie. À peu près un tiers des gens autistes sont également épileptiques. Et c'est très important à savoir parce que lorsque vous êtes autiste et épileptique, si ce n'est pas soigné, l'espérance de vie de ces gens est souvent très courte. En Angleterre, c'est 39 ans pour l'espérance de vie des gens à la fois autistes et épileptiques. Et j'ai, à titre personnel, perdu beaucoup d'amis qui étaient autistes et épileptiques parce qu'on n'avait pas bien suivi cela ou parce qu'on ne leur avait donné qu'un seul des deux diagnostics. Donc, c'est assez douloureux comme sujet. Puis, il y a d'autres particularités qui sont plus ou moins associées. Par exemple, l'hyperactivité. Donc, très souvent, voire souvent, les gens autistes sont également hyperactifs, hyper anxieux. Donc, en Amérique, on leur donne presque systématiquement, on voit des choses comme la Ritaline, par exemple, ou autre. Le problème, c'est que ces solutions, entre guillemets, chimiques, sont poussées par de grands laboratoires qui gagnent beaucoup d'argent. Donc, ils font de la propagande pour que les parents dépensent beaucoup d'argent. À mon avis, ce n'est pas une solution. À mon avis, il vaut mieux plutôt miser sur des solutions constructives, c'est-à-dire comment acquérir un certain nombre de compétences pour gérer son stress. Comment, par exemple, avoir un lieu de travail où la personne autiste ne soit pas exposée, on va dire, des problèmes sensoriels. On peut imaginer beaucoup de choses quand on est un peu bricoleur. On peut aménager des petits recoins, par exemple des recoins à autistes. Sur Internet, en langue anglaise, vous trouverez beaucoup de sites sur ce sujet-là, bricolage. Et, voilà. Et
puis, il y a une autre solution. Je l'ai dit de façon un peu provocatrice. J'avais discuté avec une amie qui est d'origine congolaise. Elle est médecin, elle vit en France. Et donc, elle est également maman d'un enfant autiste dit hyperactif. Et elle m'avait dit, vous savez, ce qu'on appelle en Europe l'hyperactivité, chez nous en Afrique, c'est un enfant plein de vie. C'est bien un constat très simple, mais dans quelle mesure ce qu'on appelle pathologie chez un enfant dit hyperactif correspond plutôt à un problème, par exemple dans l'école ou dans l'aménagement du système scolaire tel qu'on se l'imagine. C'est à méditer. Donc, juste pour finir un peu sur ce point-là, si vous me permettez, toujours un peu dans les anecdotes africaines, si j'ose dire, eh bien, je connais un certain nombre de familles françaises qui ont donc des jeunes autistes, des adolescents, jeunes adultes autistes. Ce sont donc des Français, on va dire, entre guillemets, pas d'origine sénégalaise, mais quand ils partent en vacances, ils viennent toujours au Sénégal. Pourquoi? Parce qu'au Sénégal, tout le monde est bizarre, quoi. Donc, le fait d'avoir avec soi un adolescent autiste, bon, oui, enfin, tout le monde est un peu, voilà, bizarre au Sénégal, ça ne pose pas tellement de problème. Par contre, si vous allez dans certains endroits en France, par exemple à la plage, avec un adolescent autiste, les autres, voilà, vous avez des réactions négatives. Donc, je pense que c'est très facile de dire « Ah, telle personne doit prendre des médicaments », mais peut-être que c'est la société qui devrait pas prendre des médicaments. Bon, à voir, c'est l'avis personnel. Tout derrière, ici, Joseph, une question. Je voudrais signaler, je ne sais pas, tout derrière, tu nous vois, oui. Il y a un film qui s'appelle Temple Grandin, Temple Grandin, qui a été fait justement sur la vie de Temple Grandin, et que à titre personnel, je recommande. Je ne sais pas si tu l'as vu, Joseph, je l'ai trouvé très sensible et très, très intéressant. Voilà, je vous le recommande. Il date d'il y a une dizaine d'années à peu près. Une question ici. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur Joseph. Je pense que j'ai de la chance d'assister parce que ça fait quelques mois que personnellement, étant parente, toute confuse, ça fait quelques mois que, voilà, que mon enfant diagnostiqué de retard de langage et de communication, manque de communication verbale et soi-disant, comment on le juge très mal dans notre société, parce que une très mauvaise expérience dans son jardin d'enfants, comme la vidéo avec la petite qui suit. C'est pas qu'il, c'est pas vraiment qui va le dire aujourd'hui, et c'est pas qu'il manque d'intelligence ou de capacité d'assimilation, mais qu'on juge aujourd'hui comme un enfant par rapport à ses similaires d'âge. Il peut être porteur de traits d'autisme. Est-ce qu'on peut parler de degré d'autisme? C'est-à-dire, est-ce que quelques traits d'autisme chez un enfant, tel que le retard du langage ou de manque de communication ou le retard dans l'apprentissage ou la régression, c'est-à-dire il y a des choses qu'il savait faire et qu'après un certain moment, il ne sait plus comment faire. Voilà. Eh bien, ma question tourne autour. Est-ce qu'on peut aujourd'hui diagnostiquer un enfant ayant des traits d'autisme, c'est-à-dire un enfant autiste, comment est-ce qu'il peut poursuivre sa vie et sa scolarité, disons, dans un pays comme le nôtre, où sous le même ticket comme pas mal de gens, c'est-à-dire on va le classer. Or que et vers quel, surtout professionnel, on peut se diriger. Surtout moi-même, on m'a conseillé d'aller voir une orthophoniste. C'était une, permettez-moi de le dire, très mauvaise expérience pour mon fils. Il sortait ni corps ni âme, il frôlait la dépression et tout. Aucune joie de vivre. Comment peut-on aider son enfant?
Merci beaucoup pour ce que vous avez dit. C'était très riche, beaucoup de questions. Malheureusement, c'est très compliqué en quelques secondes d'essayer d'y répondre, mais si vous me permettez quelques remarques et propositions suite à ce que vous avez dit. Alors, premièrement, le fait, par exemple, d'avoir un retard du langage, cela, je dirais, n'indique en rien le type de fonctionnement qu'a l'enfant ou aura l'enfant. À titre personnel, j'ai eu aussi un retard du langage très conséquent jusqu'à à peu près 6 ans. J'étais non-verbal, donc je n'ai gardé une façon de parler qui est un peu étonnante, mais je pense qu'on peut finir par avoir une vie tout à fait correcte et fonctionnelle, malgré un retard du langage au début de la vie. Pour les questions de retard du langage, alors il y a une méthode, puisque nous avons une personne ici intéressée par une méthode. Une des bonnes méthodes pour le retard de langage, c'est le VB, le VB, parfois quand on dit à l'anglais, verbal behavior. Et donc le VB, c'est une méthode dérivée de l'ABA, mais destinée spécifiquement aux questions de langage. Et si vous souhaitez lire un livre en français sur le sujet, à mon avis, bon, c'est très subjectif, mais à mon avis, le meilleur livre sur ces questions d'apprentissage du langage, c'est un livre de Anne-Sophie Ferry. Ferry, c'est comme Ferryville, hein, vous voyez. Pardon pour la blague. F-E-2-R-Y, hein, et donc le livre, ça s'appelle Le Royaume de Tristan. Hein, Tristan, c'est son fils. Hein. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, pour ce qui est du sujet des prétendus niveaux d'autisme, je suis très sceptique sur cette idée de niveau d'autisme. Pendant un certain temps, on avait en effet cru qu'il y aurait plusieurs, on va dire, catégories d'autisme ou plusieurs sous-compartiments au sein des gens autistes. Donc, on leur a donné des noms. Alors, il y avait par exemple le terme de syndrome d'Asperger, le terme d'autisme de haut niveau, il y avait l'autisme de Kanner, enfin, il y a toutes sortes de petites étiquettes. Mais en fait, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas, parce que les enfants et les adultes passaient d'une catégorie à l'autre, évidemment, et aussi parce qu'on ne parvenait jamais à tracer la frontière entre les diverses sous-catégories. Donc maintenant, dans la dernière classification, on n'utilise plus tous ces termes. Hein. On ne parle plus que d'autisme, ou alors, si vous voulez le dire de façon savante, les troubles du spectre autistique, TSA en français, ASD en anglais. Et donc, c'est, je pense, une vraie révolution intellectuelle, parce que cela met l'accent sur les progrès possibles de chaque enfant, chaque adulte, mais aussi sur les particularités des profils autistiques. Chaque personne a, je dirais, un profil très particulier. Concernant ensuite la question sur les professionnels, hein, à titre personnel, j'ai toujours eu des très bons contacts avec les orthophonistes qui aiment se former. Hein. Les orthophonistes en général ne sont pas forcément compétents en autisme, mais il faut que l'orthophoniste ait une connaissance de l'autisme. Et ensuite, on peut faire de belles choses. Hein. Ce qui, à titre personnel et dans le monde associatif, souvent on apprécie, c'est l'aspect très pratique de l'approche des orthophonistes. Mais ceci étant, il faut que le professionnel soit formé, sinon ça risque de ne pas marcher du tout. Et là, si j'ai bien compris, c'était également votre expérience. Hein. Donc, on a un vrai défi de formation des professionnels et entre autres des orthophonistes en la matière. Alors, il y a encore plein de questions. Je vais peut-être prendre 2 ou 3. 2 ou 3. C'est ce que j'avais demandé, combien de temps on allait tenir comme ça. Et je vous demanderai à la fin de la conférence de laisser un petit peu de temps à Joseph pour qu'il puisse, ça doit être fatigant quand même de cette conférence, et donc de nous laisser juste souffler 2-3 minutes, et il vous rejoindra après au niveau du buffet là-bas. Je voudrais aussi vous encourager à, si vous le permettez, nos amis de